C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kilos en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €. Les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, nous là pour faire autres voyager. Guadeloupe, actualité. Mais en tout cas, le quartier de Vieux-Bourg aux Abîmes, lui, s'apprête à faire peau neuve. Suite à l'arrêté d'insalubrité pris par la préfecture, les résidents seront relogés pour permettre la rénovation de la zone. Une réflexion qui est attendue effectivement de longue date. Regardez. Je voudrais dire que le maire Éric Jalcan, président de Cap Excellence, et bien sûr avec les élus qui l'accompagnent, nous sommes très heureux de voir que le gouvernement, au niveau de l'État français, on a acté le fait que le quartier de Vieux-Bourg est un quartier insalubre. Pendant trop longtemps et jusqu'à aujourd'hui, c'est un quartier où il y a des problèmes au niveau de l'accès à l'eau, des problèmes d'assainissement, des problèmes d'insalubrité. Et on connaît bien sûr toutes les conséquences de cette situation-là. Et donc aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour le quartier de Vieux-Bourg. Et je suis sûr que demain, ce quartier-là sera renouvelé. Ce quartier-là se situe entre Grand Camp, qui a connu la rénovation urbaine, La Croix, qui a connu la résolution de l'habitat insalubre. Aujourd'hui, le temps de Vieux-Bourg est arrivé et nous allons bien sûr réaménager ce quartier de façon à ce que ce soit un quartier digne de ce nom. Cet arrêté d'insalubrité qui a été pris par le préfet va permettre à Cap Excellence et à ses partenaires d'intervenir sur le quartier avec pour objectif principal de sortir et de permettre aux gens qui sont aux ménages qui habitent sur le quartier de pouvoir prétendre donc à un habitat digne et décent. Donc ça leur ouvre un droit au relogement que leur confère Cap Excellence. Et derrière ça aussi, c'est mettre fin aux pratiques de marchands de sommeil qui persistent sur le quartier. Donc avec la prise de cet arrêté, donc aujourd'hui les bailleurs n'ont plus le droit de percevoir de loyer de leurs locataires, et on rentre dans une phase opérationnelle où il y a cette obligation donc pour l'entité publique de trouver une solution de relogement pour ces familles. Depuis au moins plus de 40 ans, on entend parler de la rénovation. Bon, maintenant c'est un peu plus concret. Maintenant on voudrait, on peut rénover parce que on est trop en paquet d'encre, en paquet de vieilles cases, en paquet de bidons comme ça. Mais si on rénover, c'est que bien. Mais pour nous, la population maintenant, qui habite là, nous pas savoir qui sort du royaume chez nous. Puisqu'on peut nous reloger ailleurs et on peut pas retourner sur Vieux-Bourg Abîme. On ne sait pas si on va retourner sur Vieux-Bourg Abîme. Il nous faut une rénovation pour que plus de sécurité, plus de pénétration, la liaison entre Grand Camp et la nationale, et tout cela, plus de voies de dégagement et plus de potentialité pour nous, pour la ville aussi. Le lien entre Pointe-à-Pitre et Abîme aussi pour permettre au niveau économique aussi une éclosion et permettre à la population d'avoir au plus proche le minimum pour que ce soit au niveau commerce, au niveau pharmacie, médecin, tout cela. Nous pensons que tout ceci, la rénovation va emmener tout cela sur le quartier. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et dans le cadre de la journée internationale du suicide, des psychiatres et psychologues de Guadeloupe organisaient une conférence à Bémao. Objectif, sensibiliser le grand public à cette problématique qui touche 8000 personnes en France chaque année. C'est sans compter la recrudescence des actes désespérés des jeunes de 18 à 25 ans, et ce, depuis la période Covid. Regardez. Cette conférence est une conférence qui rentre dans le cadre de la journée internationale du suicide, d'accord? Et nous, en Guadeloupe, et mon établissement EPSM, en articulation avec l'Agence régionale de santé, nous avons voulu aussi marquer le coup sur notre territoire. Il peut y avoir différents facteurs qui amènent un adolescent à avoir des idées suicidaires et à vouloir passer à l'acte. Notamment, il peut y avoir un facteur de stress comme une rupture, un deuil.
un échec scolaire, des difficultés d'acceptation par les autres, du harcèlement scolaire, en plus d'un terrain de fragilité qui va amener le jeune à vouloir se faire du mal dans ce contexte-là. C'est vrai que l'adolescence est vraiment une période de rupture tumultueuse. Donc, par rapport à ça, nous avons voulu axer notre travail et notre réflexion sur cette problématique qui concerne les adolescents. Ici, c'est la problématique du suicide. Et cette conférence, associée à d'autres manifestations que nous faisons pendant tout le mois de septembre, nous permet de sensibiliser sur cette problématique-là, démystifier un petit peu pour essayer de dépoussiérer un petit peu la question du tabou autour de cette question-là et aussi apporter à la famille des réponses par rapport à ce problème-là qui est quand même un problème de santé publique. Il peut y avoir des changements de comportement, le fait que le jeune s'isole alors qu'il avait l'habitude d'être quelqu'un qui est assez jovial, un décrochage scolaire ou des notes qui sont en baisse, de l'irritabilité, de l'agressivité, alors que c'était pas du tout le comportement habituel. Donc c'est certains signes que peut-être les parents peuvent repérer ou qu'on peut repérer à l'école et avertir les parents de ce changement de comportement. Nos missions aussi de prévention sont d'aller former les personnels de l'éducation nationale, que les professeurs, les proviseurs, les infirmières scolaires, et même peut-être les délégués de classe qui seront amenés à repérer donc, chez des camarades des signes de souffrance, des signes qu'il y a besoin d'un accompagnement. Donc former les personnes qui sont en lien avec les adolescents à repérer les éléments de souffrance. Le 3114, numéro national de prévention du suicide, ces jeunes et d'ailleurs personnes de tout âge peuvent nous contacter à tout moment. Le numéro est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ils auront la possibilité de nous contacter si besoin. Dès son appel, cette personne, elle est orientée au mieux, en fonction en tout cas de sa demande. Elle est orientée vers la structure, que ce soit sanitaire, sociale ou autre, la plus adaptée à sa demande. La ville de Bémao, elle sensibilise effectivement ses agents sur l'illettrisme et l'électronisme. Ces derniers étaient conviés à un séminaire pour renforcer leur savoir de base, tant en lecture-écriture qu'en maîtrise des outils informatiques. Regardez. Ce sont les journées nationales d'action contre l'illettrisme qui se tiennent chaque année autour de la date du 8 septembre, qui est en fait la journée internationale de l'alphabétisation. L'idée, c'est de rappeler que c'est un phénomène qui existe, parce que moi j'entends souvent, mais comment ça, en 2024, il y a encore des gens qui ont des difficultés à lire et écrire? Donc rappeler l'existence du phénomène et ses causes, rappeler ses conséquences dans le quotidien personnel et professionnel des personnes, en quoi ça peut être aussi limitant en termes d'évolution professionnelle, en termes d'insertion professionnelle, pour le suivi de scolarité de son enfant, pour la gestion d'un budget, etc. Et puis l'autre objectif de ces journées, c'est de montrer les solutions qui existent quand même. Vous avez vu les témoignages d'agents qui sont très contents, c'était très émouvant, qui quelque part ont beaucoup progressé, une valorisation bien entendu de leurs personnes au sein de la collectivité, tant professionnelle que quelquefois personnelle aussi pour l'extérieur. Et ça, c'était quelque chose de formidable. C'est tout, en tout cas la gratification que nous avons, tant au niveau des élus que des administratifs, du travail réalisé. Je suis ATSEM, donc je travaille à l'école maternelle. Donc nous sommes très sensibles à l'illettrisme, puisque autour de nous, on côtoie tous les jours, surtout que nous travaillons avec des enfants et nous avons aussi parfois à faire face à des collègues ou des parents qui sont assujettis à l'illettrisme. Donc du coup, oui, ce serait bien qu'on refasse plus souvent ce genre de séminaire et aussi les différents ateliers que nous avons pu voir aujourd'hui. L'écran, ce sera les yeux, ça va nous permettre de voir. La souris, les pieds, on va pouvoir se déplacer pour aller partout. Le clavier, ce sera les mains, ça va nous permettre de taper. Et là, en fait, c'est le cerveau, c'est le corps. Il faut pouvoir savoir de quoi on parle, outiller le regard pour faciliter le repérage et ensuite amener donc vers des organismes de formation dédiés. Il existe un certain nombre d'organismes qui proposent des solutions de formation. Et l'autre mission là, c'est de rappeler que des financements du coup sont aussi disponibles. Donc c'est une des missions de ces journées que d'informer le plus largement
possible de dédramatiser ces situations, de montrer qu'il existe des solutions, de rendre visibles les opérateurs qui ont en charge le financement de ces solutions. Fier de mes agents et surtout fier du fait qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a aucune gêne à dire les choses, à constater les choses, dépister les choses et ensuite emboîter le pas pour dire voilà, j'ai tel problème, je veux qu'il soit géré et réglé. Un reportage de Solène Fèvre. Et la ville de Gourbert, elle lance son portail numérique, une application qui permet aux administrés d'effectuer leurs démarches en quelques clics, le reste en images. C'était pas évident de venir sur place à la caisse des écoles avec leur horaire de travail. Donc, ça va leur permettre de faire les démarches chez eux, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toutes les démarches, le paiement en ligne, les démarches d'inscription scolaire, les démarches pour les inscriptions au périscolaire et les activités que nous proposons, la LSH, la garderie et puis aussi toutes les activités qu'ils peuvent mettre. Ils auront aussi un contact direct sur le portail pour pouvoir faire eux-mêmes tous les changements qu'ils souhaitent faire, adresse, nom, ajouter un enfant s'il le faut. Donc, ils ont la possibilité de tout faire chez eux. Nous sommes à la disposition des parents, certes, au guichet toujours. Nous recevons toujours les parents à l'accueil de la caisse des écoles pour toutes les informations qu'ils souhaitent venir prendre sur place. Mais toutes les démarches qu'ils auront à faire pourront être faites sur le portail. Donner de l'autonomie, la liberté aux administrés de Gourbert, aux parents, avant tout, pour inscrire leurs enfants dans les différents services rendus par la ville. Mais ça s'inscrit dans un ensemble de transition numérique de notre territoire. C'était un de nos programmes électoraux de mettre Gourbert sous le rang de la transition numérique par aussi la digitalisation et faire en sorte que dans tous les domaines, sur le plan du service financier, urbanisme, également les ressources humaines et dans le service technique, que le numérique se trouve dans le quotidien des agents, mais aussi avec nos partenaires, soit les familles, mais aussi les institutionnels. Donc il est important aussi de ne pas rater ce virage, cette transition, cette mutation de la société. Pour l'agent, ce sera plus facile puisqu'il ira chercher les informations directes sur le portail pour le paiement et puis elle n'aura pas les démarches papier à recevoir et puis tout sera fait directement. Dès que le parent vont entrer les informations sur le portail, ça ira directement où ça doit être et tout sera fait de manière systématique. Où tout est dématérialisé tout en gardant cette humanisation du service public, notamment pour les seniors, les générations qui sont moins portées vers l'informatique, mais les accompagner. Et les accompagner, c'est aussi aider les familles qui sont en difficulté et faire en sorte pour rejoindre la formule de McLuhan des années 70, un village planétaire. Et un village planétaire, c'est l'accessibilité où vous êtes, sur le territoire, sur la planète et communiquer avec votre interlocuteur de la manière la plus aisée. Et à l'heure où la problématique de la vie chère fait la une, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a effectué une opération de contrôle à Carrefour d'Estrélan. Les agents avaient pour mission de vérifier si le panier de référence ne coûtait pas plus de 314 €. Et c'est le directeur de cabinet du préfet, Franck Dorge, qui avait à charge de remplir le caddie. Le reportage d'Olivier Félix. On va effectuer ce contrôle avec les inspecteurs. Juste rappeler, donc il y a l'ensemble des produits qui doivent être inférieurs à 314 €. C'est ça. Que quand un produit manque, normalement le magasin doit mettre en place un produit de substitution. Donc on va voir aussi sa bonne application. Et je vous remercie d'avoir laissé l'accès aux médias. Je vous en prie. Elles sont toutes... non, parce que... Des fois, l'étiquetage du pilier pris n'est pas au bon endroit. Il faut le savoir. Alors, à côté, il y a des coquillettes. On a cherché un problème qu'il y a dans les DOM. Et on n'est pas les seuls. Hein. Dans les îles anglaises, ils ont aussi le Michel. Hein. Mais nous, on peut le réduire. Parce qu'il y a une mauvaise gestion des communes et de la région. Et cette mauvaise gestion avale le point de mer. Et le point de mer, qui est-ce qui... Nous, on paye déjà des impôts. On paye des impôts sur le salaire.
Ça, c'est fait pour payer tout ça. Donc, Fred Maire participe, vous savez, au financement des collectivités et aux actions qu'elles mènent. Et quand on voit, par exemple, Route de Guadeloupe, moi, je vois, quand vous êtes en Guadeloupe, vous voyez quand même, il y a certaines choses qui nécessitent des travaux tout au long de l'année. Par exemple, quand vous êtes dans les Hexagones, vous ne faites pas la coupe de la végétation sur le bord des routes tout au long de l'année. Donc, vous avez aussi des frais qui sont liés non, ils le font plus, au climat. Ils le font aussi lié au climat. On a le phénomène climatique ici aussi qu'il faut prendre en compte. Non, le premier, c'est pas normal. C'est une taxe qui date du temps des seigneurs, qui a plus de 500 ans, et on est les seuls dans les DOM à payer cette taxe. Donc en termes de tarifs, on est en dessous du tarif attendu, c'est-à-dire normalement c'est 314, on est arrivé en caisse à 291, modulo le fait que certains produits sont normalement à 1 kg et nous étions sur des quantités inférieures. Donc on avoisine plutôt les 300 €, ce qui est le prix affiché sur votre bouclier qualité-prix, qui était de 297 €. Au contrario, plusieurs produits avaient des quantités supérieures. Par exemple, le chocolat à 100 grammes qui était à 200 grammes, le chocolat en poudre qui était à 400 grammes qui était à 800 grammes, les pâtes qui n'étaient pas 500 grammes mais 1 kg. Donc on a quelques produits qui étaient avec des poids qui étaient au-dessus. En revanche, il y a des améliorations qui seraient nécessaires. Normalement, c'est notamment l'affichage du bouclier qualité-prix, c'est-à-dire pour se repérer dans les rayons. Je trouve que l'affichage n'est pas assez visible. Il faudrait améliorer, notamment quand vous faites vos réductions. Vous faites des réductions qui sont beaucoup plus visibles. En revanche, l'affichage prix en baisse pourrait être trompeur pour le consommateur. Alors, on ne sait pas si c'est le cas ou pas, parce qu'on n'a pas le prix initial. Donc ça, c'est un point, je pense, d'amélioration. Après, avec l'ensemble des journalistes qui étaient présents, j'ai eu quelques remarques et je tiens à les formuler. C'est-à-dire que parfois, on a des produits qui sont intermédiaires. C'est intéressant. Je pense pour les couches, vous êtes sur une taille intermédiaire. Mais les enfants, ils ont plusieurs âges. Donc, une réflexion pour avoir des produits pour les différents âges. Donc, on a des prix qui sont en dessous des prix qu'on pourrait trouver par ailleurs. Mais je pense sur certaines quantités, il y aurait une réflexion à avoir pour bien conforter l'avenue des consommateurs et faire que les ménages les plus pauvres puissent s'y retrouver. Et notez en bref que l'autorité de sûreté nucléaire met en lumière le manque de radioprotection dans les services d'imagerie et de médecine nucléaire ici en Guadeloupe. Des défaillances dues au manque de moyens de cet établissement de santé et qui sont particulièrement délétères pour les patients atteints de cancer qui voient leurs chances amoindries. Parlons maintenant du conseil départemental qui déploie des ambassadeurs jeunesse. Ils interviendront sur l'ensemble du territoire afin de faciliter l'accès aux aides à l'insertion, aux formations et aux projets proposés par la collectivité. Le reportage. C'est une très grande joie pour moi que nous puissions mettre en place ce dispositif des ambassadeurs de la jeunesse. Pourquoi ? Pour donner beaucoup plus de visibilité, lisibilité au dispositif départemental. Il y a tout un ensemble d'actions que nous faisons, mais sans pour autant que les jeunes puissent y avoir accès ou qu'ils se déplacent pour pouvoir profiter de ces dispositifs. Mais au-delà des dispositifs du département, des autres collectivités, et puis aussi pour que nous ayons des ambassadeurs qui soient à leur écoute, qui les accompagnent et qui puissent leur proposer des solutions en fonction de leurs besoins, en fonction de leur réalité, faciliter leur insertion sociale, leur insertion professionnelle. Et puis, eux qui ne veulent pas forcément, qui ne peuvent pas forcément venir dans les bureaux, dans les différents locaux, mais aller dans les quartiers, aller vers eux et les accompagner, sans retenue, puisqu'il y a l'aspect social, l'aspect également professionnel, mais cela peut être un problème de santé haute. En tout cas, être vraiment des partenaires et être à leur écoute. Les ambassadeurs jeunesse sont là justement pour pouvoir faire connaître les dispositifs du conseil départemental, mais surtout avoir aussi toute la légitimité, parce que c'est la vérité, ils sont légitimes, à pouvoir justement montrer que la jeunesse peut avancer et réussir. Donc, pour moi, qui de mieux que ce public, que ces jeunes qui ont justement connu des choses pas faciles, pour pouvoir montrer à la jeunesse justement qui se pose aussi des questions, qu'ils peuvent aussi avancer et réussir en restant positifs. Alors moi, je suis sur le secteur de Cap-Vert-Bello et puis on va inviter tous les jeunes qui veulent se réinsérer
dans la société, à venir nous voir et puis on va faire la transition et puis avec le département, travailler tranquillement. Ils vont avoir des certifications liées à ça, de façon à ce qu'ils aient quand même un bagage en termes d'insertion, en termes de référentiation. Ils vont aussi avoir tout ce qui est en termes de formation dans la médiation. Voilà, en fait, c'est-à-dire que, et même au niveau de la spécialisation d'éducation. Donc, très clairement, ils ne sont pas juste là et on y va et on va voir ce qu'on fait. Non, ils vont avoir des certifications pour cela, pour pouvoir parler correctement avec ce public, avec leur code. Nous sommes ambassadeurs et puis nous faisons la transition avec les jeunes pour les réinsérer dans la société. Et puis nous sommes là sur plusieurs pôles du secteur de la Guadeloupe. Je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être fait déjà depuis un bon petit moment parce que effectivement on a une facilité qui va un petit peu plus être appropriée à parler avec certaines personnes des quartiers. Et étant moi-même issu des quartiers, donc voilà, j'ai une certaine facilité à parler avec eux. Ils me connaissent aussi un petit peu. Donc effectivement, c'est quelque chose qui aurait dû être mis en place depuis déjà, je dirais même une vingtaine d'années, quoi. Sport maintenant avec le nouveau conseil de la Ligue guadeloupéenne de handball qui présente sa feuille de route. Concentré, effectivement, ils ont 2 axes principaux, à savoir concentrer les efforts sur le championnat local qui manque effectivement de visibilité. Ils veulent marquer de leur empreinte, mais ils veulent aussi s'assurer de la pérennisation des équipes. Regardez. Il fallait mettre en place une nouvelle dynamique. Et la première dynamique à mettre en place, c'est de se faire voir, de se faire entendre et de faire savoir qu'on va essayer d'impulser un changement. Ça ne veut pas dire qu'on va totalement réussir, mais il faut quand même marquer le coup. Et donc aujourd'hui, c'est une façon aussi de rassembler le monde du handball, de donner un cap, de donner des objectifs. Et tout cap, tout objectif peut être redirigé, peut être revu si la situation l'oblige. Mais il faut qu'on ait un point de départ pour qu'on puisse fixer un point d'arrivée. Et aujourd'hui, c'était le point de départ. Et on espère que la ligne du handball, ce sera une ligne d'arrivée et que la fête sera belle. Accorder le crédit aux gens. C'est-à-dire qu'on a entendu, ça a l'air d'être bien parti parce qu'il y a certaines choses qui se sont passées où le président a été présent et a apporté des solutions. Donc maintenant, au niveau de la Ligue, ça reste à voir. Ça reste à voir, mais j'avoue que... c'est un très bon programme, d'accord. Et je me répète, on verra bien ce que ça donne. Mais ça a l'air d'être bien parti. Ça, c'est vrai que la tâche paraît immense, mais nous allons nous organiser pour pouvoir, comme nous dit le proverbe, Rome ne s'est pas construit un seul jour. Nous allons essayer de nous concentrer d'abord sur notre championnat local, parce qu'il y a un gros travail de restructuration, de valorisation, de visibilité à donner à notre championnat local. Et après, petit à petit, mettre les jalons pour pouvoir s'ouvrir vers l'international. Mais nous allons d'abord asseoir et solidifier notre championnat local, accompagner nos clubs pour les renforcer, pour qu'à la fin de la saison, on ne se demande pas combien de clubs vont continuer, qu'on soit sûr que les clubs qui sont là cette année vont continuer l'année prochaine. Après, nous allons faire un travail aussi pour accompagner la création de nouveaux clubs, parce qu'effectivement, quand vous prenez un territoire comme la Martinique, où il y a 2 fois plus de clubs pour moins d'habitants, l'objectif quand même, c'est que les 12 clubs que nous avons présentés aujourd'hui, que chaque année, que nous puissions en avoir 2 ou 3 supplémentaires, pour qu'on ait un championnat avec plusieurs niveaux et avec plus de compétitivité. Le handball guadeloupéen, c'était très compliqué. C'était très compliqué puisque, comme vous savez, on a 1 an d'existence et ça n'a pas été chose facile. Ça n'a pas été chose facile d'être là où on est aujourd'hui. Donc oui, il serait bon déjà de s'occuper, de revaloriser justement toutes ces personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur amour, dans les clubs et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Cette année, nous avons un objectif effectivement et j'espère que nous allons parvenir à encore intégrer ce groupe de play-off et même à aller plus loin. O-News Radio sur outremernews.fr.